tous. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Vaas en tant que conférencier qui va nous parler du paradoxe de Banach-Tarski et d'un concept de moyennabilité dans les algèbres de von Neumann, plutôt moyennabilité de von Neumann. J'ai un peu mélangé. Donc quelques mots sur le conférencier. Donc Stéphane Vaas est professeur ordinaire à la KUL, donc à KU Leuven. Après un doctorat obtenu en 2001, dont le thème était les groupes quantiques localement compacts, il a tourné ses recherches vers les algèbres d'opérateurs, et plus exactement vers les algèbres de von Neumann. Pour ses travaux nombreux, il a obtenu plusieurs distinctions prestigieuses, et donc je vais en citer quelques-unes. La première, c'est le cours PECO pendant l'année académique 2004-2005 au Collège de France. Le cours PECO, c'est un cours extrêmement prestigieux. Il a été obtenu par de nombreux médaillés Fields français, également par Deligne. Et en général, il est attribué à 2 ou 3 mathématiciens par année académique. Et le co-attributaire de Stéphane était Arthur Avila, qui a obtenu une médaille Fields en 2014. Il a plus récemment obtenu le prix Francky, qui est considéré comme le Nobel belge. Et donc en 2015, il a obtenu le prix Francky pour l'ensemble de ses travaux. Il a consacré une partie de ce prix à quelque chose qui lui est cher et qui est aussi, qui fait partie de sa présence ici, c'est la popularisation des mathématiques vis-à-vis du grand public, mais aussi et surtout des étudiants et enseignants du secondaire. Et donc il a consacré une partie de son prix à l'exposition Imaginary, qui s'est déplacée d'université en université en Flandre en 2015-2016. Ça, si je ne me trompe pas. Et peut-être vous le connaissez un peu plus pour son activité en Wallonie, puisqu'il est le parrain de la Maison des mathématiques à Carnion, qui va bientôt ouvrir une antenne à Liège. Donc je lui passe la parole. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de faire cette conférence MUFO. Donc, comme Christian l'a dit, merci beaucoup de ton introduction. Je tiens à cœur toute initiative qui contribue à rendre un peu plus aimé, disons, les mathématiques, non seulement parmi les élèves, comme vous le faites tous les jours, mais aussi parmi le grand public, et j'ose dire, il n'y en a pas aujourd'hui, même parmi quelques politiciens, parce que même ça, il faut, je pense, de plus en plus. Donc je suis très content de faire cet exposé aujourd'hui, qui au début va peut-être sembler parler d'un sujet absurde, très abstrait, mais qui vers la deuxième partie de l'exposé va aller jusqu'à des applications assez concrètes en informatique, ou au moins des concepts très utilisés là-bas. Donc, pour commencer, je vais vous présenter tout de suite le paradoxe. Donc, il y a un paradoxe dû à 2 mathématiciens, le polonais Stefan Banach et Alfred Tarski, donc déjà de l'année 1924. Et ces 2 mathématiciens, ils ont montré qu'il est possible de prendre une orange, de la couper en morceaux, et ensuite on va bouger les morceaux, on va les déplacer, pas très violemment, on va juste les translater, les roter, on va faire des rotations, pour obtenir 2 oranges de la même rayon que l'orange originale. Donc quand vous voyez ça, et surtout quand les contemporains de Banach et Tarski ont vu ce résultat, ils ont dit que c'est complètement absurde. Parce que de toute façon, c'est évidemment faux, il suffit de comparer les points. Et du coup, on a une contradiction. En deuxième réaction, et là ça dépend un peu de vos convictions, on peut se demander si c'est possible avec l'or ou avec du pain et des poissons. Mais dernièrement, mathématiquement, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, au début de l'exposé, c'est qu'une telle partition, ça existe, mais on ne va jamais pouvoir la construire. Donc c'est vraiment un théorème d'existence, du coup c'est très abstrait et même absurde, mais il y a des concepts derrière qui ont été découverts par John von Neumann et qui sont vraiment cruciaux dans plusieurs domaines. Mais peut-être essayons d'abord si c'est vraiment possible. Et donc,
Il y a ce type-là, il va essayer, il commence avec une orange, il coupe, il a beaucoup de morceaux, et il est très fier. Ça marche. Il obtient 2 oranges. Mais plus sérieusement, il y a encore quelque chose de beaucoup plus frappant. Donc, Banach et Tarski non seulement démontré qu'il y a un tel paradoxe avec une orange, donc en dimension 3, dans notre espace ambiant, mais en même temps, ils ont démontré que c'est impossible en dimension 2. Donc quand on prend le disque, il est impossible de couper le disque de rayon 1 en morceaux, un nombre fini de morceaux, et de faire des translations et des rotations avec les morceaux et obtenir 2 disques. Donc ça, c'est impossible. Évidemment, je n'ai pas montré ça en premier parce qu'évidemment, tout le monde dit oui, bien sûr que c'est impossible. Mais le fait que c'est impossible en dimension 2 et possible en dimension 3, il y a une différence fondamentale entre ces 2 dimensions qui paraît pas claire au début. Et en fait, ce qui est derrière, c'est une explication beaucoup plus conceptuelle trouvée par John von Neumann, que je vais vous présenter. Et l'explication est que le groupe des symétries, dont je vais vous parler, le groupe des symétries de l'espace R3, de l'espace en dimension 3, est très différent conceptuellement en termes de propriétés de ce groupe de symétries que les symétries du plan en dimension 2, le plan R2. Donc c'est quoi les symétries dont on parle ici? On est en train de bouger les morceaux par translation et rotation, peut-être par réflexion, mais bon, ça, c'est pas possible dans la réalité. De toute façon, on parle de symétrie, le groupe des symétries du plan R2 et de l'espace R3. Et c'est quoi les symétries? Je parle de symétrie comme des transformations qui préservent les distances entre les points. Donc, comme vous le savez, les transformations qui préservent les distances entre les points, il y a la translation, il y a la rotation, il y a la réflexion, et il y a les compositions de ces transformations. Donc pourquoi je mets ce dernier point? Parce que je vais avoir besoin d'un concept mathématique qui est le groupe des symétries. Et donc c'est une structure mathématique où on peut faire des compositions, donc on peut faire des compositions de symétrie, donc d'abord faire une symétrie, ensuite l'autre, et on peut aussi faire des inverses d'une symétrie. Donc on peut faire l'opération inverse d'une symétrie, et comme on a les 2 opérations dans la même structure, on dit que les symétries forment un groupe. Et donc je vais vous parler des symétries du plan et des symétries de l'espace, et on va voir quelle est la grande différence entre les 2. Donc commençons par le plan. Et pour simplifier encore un peu plus, je ne vais que regarder des rotations, et en plus, je ne vais que regarder des rotations qui préservent l'origine. Donc là, il n'y en a plus tellement. C'est quoi les rotations du plan qui préservent l'origine? C'est complètement déterminé par l'angle. Il faut juste dire si on tourne de tant degrés à gauche ou de tant degrés à droite, et c'est complètement déterminé par cet angle de rotation. Donc, on va introduire un peu de notation, parce qu'après, on va faire des calculs. Donc, on va introduire, par exemple, la notation R30 pour la rotation avec un angle de 30 degrés, et disons qu'on dit qu'une rotation est positive si on tourne à gauche, mais bon, ça, c'est juste une convention. Et de même, R50, c'est la rotation avec un angle de 50 degrés. Et comme ça, on peut représenter toutes les rotations par un angle de rotation. Ensuite, on peut calculer avec la rotation. Parce qu'évidemment, quand on compose de rotation, on obtient une autre rotation. D'abord, et on a l'habitude de lire de droite à gauche, donc ça, en fait, c'est un défaut de notation mathématique, je dirais, parce que quand on fait les compositions comme ça, en fait, ça veut dire qu'on fait d'abord R50 et ensuite R30, et quand on fait des rotations comme ça, on obtient une rotation de 80 degrés. L'opération inverse, c'est la rotation inverse de 30 degrés, c'est la rotation par moins 30 degrés, ce qui est 30 degrés dans l'autre direction. Et par exemple, on a aussi ce calcul-là. Donc tout ça pour dire que dans ce genre de structure, on a l'habitude de juste noter la composition des rotations en mettant les rotations l'une après l'autre, donc par concaténation des lettres. Ok. Donc c'est ça les rotations.
Et on constate que les rotations, en fait, c'est une structure très très simple en dimension 2. Parce que, en particulier, ce groupe est commutatif. C'est quoi cette propriété? Ben, ça veut dire que l'ordre dans lequel on fait les opérations de rotation ne compte pas. Donc faire une rotation de 50 et ensuite de 30 degrés, c'est la même chose que dans l'ordre inverse. Donc, comme l'aime expliquer Alan Kohn, un autre mathématicien qui a eu la médaille Fields, les groupes de la vie quotidienne ne sont pas commutatifs. Parce que, par exemple, si on met d'abord les chaussettes et ensuite les chaussures, c'est très différent de mettre d'abord les chaussures et ensuite les chaussettes. Et c'est pareil pour le groupe des symétries de l'espace ambiant. Donc quand on pense aux symétries de notre espace R3, c'est beaucoup plus compliqué que les rotations du plan. Et restons avec les rotations, et restons avec les rotations qui préservent l'origine. Donc c'est quoi une rotation de l'espace R3 qui préserve l'origine? Ben, c'est complètement déterminé cette fois par deux paramètres. On a un axe et un angle. Donc l'axe et l'angle de rotation vont complètement déterminer la rotation. Alors là, il y a deux paramètres et les choses deviennent plus compliquées. Par exemple, on peut prendre deux rotations. Donc je vais vous fixer deux angles et deux axes de rotation. Et je vais faire ça de façon complètement aléatoire. Donc je prends entre les deux axes, je choisis deux axes, avec un angle, ben, j'ai mis arbitraire. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein? Donc 90 degrés, c'est pas arbitraire. Mais disons qu'il n'y a aucun multiple qui fait tout un tour, il n'y a aucun multiple qui fait 5 tours, etc. Donc un angle vraiment générique, arbitraire, entre les deux axes. Ensuite, autour de chaque axe, il faut faire une rotation. Donc A va être la rotation autour d'un axe et B autour de l'autre axe. Maintenant, aussi pour l'angle de rotation, je vais prendre un angle complètement arbitraire générique, avec aucune propriété, c'est pas 45 degrés, c'est un angle complètement arbitraire. Si je fais un choix comme ça, de deux rotations complètement génériques, aucune relation ou propriété entre les deux rotations, alors les deux rotations vont vraiment avoir aucune relation entre elles, dans un sens très précis. Donc on va regarder toutes les compositions possibles de ces deux rotations qu'on a fixées. Donc on garde fixées les rotations. On les garde fixées, on a aussi leurs inverses, comme A inverse ou B inverse. Et je vais faire des compositions. Je vais faire des compositions en faisant d'abord un certain nombre de fois A, un certain nombre de fois B, ou des inverses aussi. Et je fais comme ça des compositions de longueur arbitraire. Et quand on essaye d'imaginer, c'est pas si évident de faire une image géométrique. Si j'ai comme ça deux rotations complètement arbitraires, on sait que la composition c'est de nouveau une rotation, mais on ne la voit pas. Et il y a une raison qu'on ne la voit pas, parce qu'en fait, toutes ces compositions de rotation sont assez compliquées à décrire, et, c'est ça qui est important, sont toutes différentes. Donc quand je prends deux rotations comme ça, complètement génériques, alors on dit que ces deux rotations sont libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aucune de ces compositions qu'on puisse faire est la transformation identique. Donc je fais un certain nombre de fois la première rotation, l'autre, la première, l'inverse de l'autre, et comme ça, n'importe quelle composition, je tombe jamais sur la rotation identique qui ne bouge rien. La seule façon de tomber sur la rotation identique, c'est quand on revient sur ses pas. Évidemment, on peut faire deux fois A, ensuite B, et complètement revenir. Faire B inverse, deux fois A inverse, et c'est ça vraiment la seule façon de tomber sur la rotation identique. Toutes les autres sont différentes de la transformation identique. Et on dit que ces deux rotations sont libres. Donc c'est complètement à l'opposé des rotations du plan. Parce que les rotations du plan, on a dit que c'est commutatif. Si je fais une rotation et l'autre, ou je fais dans l'autre sens, l'autre et ensuite le premier, ça donne le même résultat. Et si je veux écrire ça
en fait de façon compatible avec la phrase précédente. Ça veut dire que si je fais dans le plan une rotation S, ensuite R, ensuite l'inverse de S, ensuite l'inverse de R, pour les rotations, c'est la même chose. Ici, pour la rotation du plan, on tombe sur l'identité, comme on va par ce calcul. Or, avec les rotations libres dans l'espace, ce n'est pas du tout le cas. Okay? Donc on peut faire A, B, ensuite A inverse, ensuite B inverse, ce n'est pas du tout la rotation identique. Donc, là, on voit une différence de propriété entre ces deux groupes. Et sur la page suivante, je vais vous expliquer comment la simple existence de deux rotations libres est l'explication du paradoxe de Banach-Tarski. Donc il y aura une feuille qui est un peu plus technique, mais je vais quand même essayer d'expliquer, pas la preuve complète, mais quasiment la preuve complète, pourquoi il y a le paradoxe de Banach-Tarski en utilisant seulement deux rotations complètement génériques, donc avec cet angle arbitraire entre les axes pour l'angle de rotation, et donc qui sont du coup des rotations libres. Ok, donc on les fixe, on ne les change plus. A et B, on ne les change plus. Donc pourquoi je considère des rotations? Je vais utiliser ces rotations pour bouger les morceaux de l'orange, de la boule. Et évidemment, il va falloir aussi une translation à un certain moment, mais ce que je vais vous faire ici, c'est je vais prendre la boule, je vais la couper en 5 morceaux, et avec des rotations, 2 morceaux vont faire de nouveau la boule entière, et les 3 autres morceaux par rotation vont aussi faire la boule entière. Et du coup, je pourrais la translater après. Et donc c'est pour ça que je n'utilise que des rotations, parce que je vais faire 2 boules, mais au même endroit, si vous voulez, avec seulement des rotations. Et en plus, je vais seulement utiliser des rotations qui sont des compositions de mes 2 rotations génériques que j'ai fixées, le A et le B, et leur composition avec les inverses, etc. Okay. Donc il va falloir donner un nom à l'ensemble de toutes ces compositions possibles. Donc on a A et B, mais on a aussi des expressions comme celle-là ou celle-là. Toutes les compositions possibles, peut-être qu'il faut rajouter la rotation identité pour avoir un groupe. Et c'est ça qu'on appelle F2. Les mathématiciens appellent ça le groupe libre à 2 générateurs, parce que A et B sont libres, n'ont pas de relation. Ok. Je vais maintenant commencer par faire une décomposition paradoxale de ce groupe. Je ne parle pas encore de l'espace R3 sur lequel ce groupe est en train de faire des rotations, non, seulement de l'ensemble F2. Or, l'ensemble de toutes ces compositions, je peux la couper en 5. C'est quoi les 5 morceaux qu'on peut distinguer? Les éléments de ce groupe de rotation sont écrits, on appelle ça comme des mots, avec l'alphabet qui est A, B, A inverse, B inverse. Parce que toutes les compositions, c'est comme ça, un mot dans cet alphabet. En plus, il faut faire un tout petit peu attention, on va faire attention à ne jamais écrire dans cet alphabet, il y a une grammaire, on n'écrit jamais A suivi par A inverse, parce que ça simplifie. D'accord? Mais comme ça, on peut écrire tous les éléments de cet ensemble de rotation comme un mot dans cet alphabet. Et en particulier, il y a les mots qui commencent par la lettre A. En termes de composition des rotations, ça veut dire en fait que c'est A qui vient en dernier. Mais bon, c'est juste la convention. Pareil, WB, c'est les rotations qui commencent par B. Et on a aussi les inverses, donc les rotations, les mots qui commencent par A inverse et les mots qui commencent avec B inverse. Et là, on dit on n'a que 4 morceaux, sauf qu'il y a un élément qu'on a oublié, c'est-à-dire la transformation qui est le mot vide, qui est la transformation identité. Donc voici les 5 morceaux, et comme il n'y a aucune relation entre tous ces éléments, tous ces mots sont vraiment distincts, c'est des rotations distinctes, et du coup, on a vraiment une partition de l'ensemble F2. Mais en fait, on peut aussi remplir tout F2 avec juste 2 de ces ensembles. Parce que prenons les mots qui commencent avec A inverse et les mots qui commencent avec A.
ce que je dis, c'est que chaque mot peut être écrit soit comme un mot qui commence avec A inverse, et si le mot ne commence pas avec A inverse, je mets un A devant, comme ça ne commençait pas par A inverse, en mettant le A devant, il n'y a pas de problème de règle de grammaire, je mets le A avant et je mets de nouveau A inverse, et donc chaque mot s'écrit comme la composition de soit un mot qui commence avec A inverse, soit A inverse composé avec un mot qui commence par A. Pareil de l'autre côté. Donc dans un sens, mais tout ça c'est pas très intuitif, mais dans un sens, j'ai déjà fait une décomposition de F2 en 5 ensembles, et 2 ensembles suffisent pour remplir F2, et 2 ensembles suffisent pour remplir F2. Maintenant, je vais appliquer ça à la boule. Donc, regardons de nouveau la boule. Donc, les rotations sont en train d'opérer sur la boule. Chaque rotation préserve la boule. Donc, j'ai ici toute une liste de rotations. Je vais dire que 2 points sur ma boule, je vais les appeler connectés. S'il y a une de ces rotations, il y a toute une liste infinie. S'il y a une de ces rotations qui bouge le point sur l'autre, alors je dis que 2 points sont connectés. Si je peux trouver une rotation dans mon ensemble F2 qui fait la rotation d'un point sur l'autre. Comme ça, j'ai des points qui sont connectés et j'ai d'autres points qui ne sont pas connectés. Et maintenant, c'est presque fini. Je vais choisir, et c'est là, on va revenir dessus vers la fin de l'exposé, je vais choisir un sous-ensemble dans la boule avec la propriété que chaque point dans la boule est connecté à exactement un point de x. Pas plus, exactement un point de x. Est-ce possible? On prend d'abord toute la boule et on se dit, bon, évidemment, il y a des points connectés, donc chaque fois que j'ai un point, je jette tous les points qui sont connectés à ce point-là. Et ensuite, je prends le point suivant, qui n'est pas connecté au premier, et je jette tous les points qui sont connectés, et je ne garde qu'un point. Et comme ça, je fais partout. Vous commencez à sentir qu'il y a beaucoup de points à traiter. Et il faut, comme un saut presque de croyance, que c'est possible de choisir un ensemble X qui contient exactement un point connecté aux autres et pas de points connectés entre eux. Ok? Donc ça, je ne peux jamais construire explicitement, mais on peut croire que ça existe, et je vais revenir à ça à la fin. Donc j'ai choisi mon ensemble dans la boule, je ne peux pas la construire, je l'ai choisi, tel que chaque point de la boule est connecté à exactement un point de X. Et maintenant, je vais vous faire la partition paradoxale, pour après faire des choses plus faciles de nouveau. Donc c'est quoi les 5 morceaux de ma boule? Il me faut 5 morceaux, 2 morceaux vont suffire pour faire une boule, 3 morceaux vont suffire pour faire une boule de nouveau. Alors, mes 5 morceaux, c'est X, d'abord, c'est le premier morceau. C'est quoi le deuxième morceau? Je l'ai noté un peu de façon courte, mais ce que je veux dire avec ça, je veux dire que ça, c'est tous les points, on commence avec les points de X, et on applique au point de X les rotations qui commencent par la lettre A. Ça me fait d'autres points. Ensuite, je pars des points de X et j'applique toutes les rotations qui commencent par A inverse. Et comme ça, je fais, avec tous les morceaux que j'ai comme ça 5 morceaux dans ma boule. Et c'est déjà ce qui est exactement vrai, c'est que les 5 morceaux remplissent toute la boule. Pourquoi? J'ai choisi comme ça X, tel que chaque point de la boule est connecté à un point de X. Donc il y a une rotation qui bouge un point de X vers mon point donné. Donc chaque point donné est quelque part. La petite chose non exacte, c'est que ce n'est pas exactement une partition. Il y a des intersections, mais elles sont très petites. Pour traiter les intersections, il faut travailler un peu plus. Mais c'est paradoxal. Parce que, en utilisant cette formule-là, on peut voir que le morceau ici, réunion avec la rotation A inverse appliquée à ce morceau-là, remplit toute la boule.
et pareil avec les deux autres morceaux. Donc ce n'est pas exactement une preuve complète, mais presque. Ça donne l'idée de la vérité de ce paradoxe. Alors ça, c'est un paradoxe, et c'est peut-être pas très conceptuel, et c'est pas très clair à quoi ça peut mener. Mais ce que je vais montrer maintenant, c'est en fait qu'il y a une explication beaucoup plus conceptuelle, qui en plus a des applications assez concrètes en informatique. Et pour ça, il faut parler peut-être d'un des plus grands savants du XXe siècle. Donc ça, c'est John von Neumann. Il a inventé l'ordinateur, ce qui n'est déjà pas rien. À mon avis, la raison principale qu'il n'est pas aussi connu que d'autres savants du XXe siècle, c'est à cause de sa façon qu'il était impliqué dans le développement de la bombe atomique, dans le projet Manhattan, qui a fait qu'il était... Bon, voilà. Mais ce qu'il a fait, c'est absolument formidable. Et donc, dans un de ses travaux très jeunes, en fait, quelques années après Banach-Guittarski, il a trouvé une idée beaucoup plus conceptuelle, qui est l'idée de la moyennabilité. Et je vais en parler très brièvement. Il a montré que le groupe des symétries du plan, donc en dimension 2, c'est un groupe moyennable, tandis que le groupe des symétries de l'espace est un groupe non moyennable. Alors il y a le mot moyenne, et donc moyennable fait référence à l'existence de moyenne, et cette moyenne fait référence à la possibilité de mesurer, de peser des morceaux, et dès qu'on a une façon universelle de peser des morceaux, il n'y a pas de paradoxe. Parce qu'il y avait cette idée initiale que c'est évidemment faux parce qu'on peut peser. Mais je vais revenir à tout ça, et avant je vais vous parler de choses plus faciles et d'applications de cette idée, et on va faire réapparaître ce groupe libre F2 dans des applications assez concrètes. Et une façon de présenter ça, c'est de regarder au problème suivant. Supposons qu'on veut construire un réseau informatique, même très grand, mondialement. Un très grand réseau informatique. On va le représenter par un graphe. Donc il y a les sommets, les points comme ceux-là. Les sommets sont les serveurs, les ordinateurs, et les arêtes du graphe, c'est les câbles qui font les connexions. Or, un tel réseau, pour être un bon réseau, doit avoir deux propriétés. Le réseau doit être creux, dans le sens qu'il n'y a pas trop de câbles. Ça, c'est pour raison d'économie. Évidemment, on pourrait décider de connecter chaque serveur à chaque autre serveur du monde. C'est sans doute un réseau très performant, mais il faut énormément de câbles. Donc ça, on ne veut pas. Donc on veut un réseau qui est creux. Mais en même temps, on veut quand même que le réseau est bien connecté. Bien connecté dans le sens que s'il y a quelqu'un qui travaille dans la rue et qui coupe un câble, par exemple ici à Liège, on fait un trou et on coupe un câble, on ne veut pas que l'effet de ça est qu'il n'y a plus de connexion entre les États-Unis et la Chine. Donc il faut qu'il y ait des redondances dans ce réseau. Donc il faut que couper quelques câbles ne devrait pas poser de problème de connexion dans ce réseau. Donc, et on sent très bien qu'il y a comme une certaine tension entre ces deux, pour avoir à la fois un graphe creux et un graphe bien connecté, il y a une tension. Alors, je vais vous montrer que pour construire des graphes qui sont de façon optimale à la fois creux et bien connectés, on utilise de nouveau ce groupe libre de Banach-Guittarski. Pour simplifier les choses, on va dire, pour avoir un graphe creux, on va considérer uniquement des graphes déréguliers, c'est-à-dire un graphe où chaque sommet est connecté à exactement des voisins. Donc sur l'image, il y a un graphe 3 régulier, donc chaque sommet a 3 voisins. Et donc il faut penser à un graphe de plus en plus grand, on prend des graphes de plus en plus grands, mais on les garde déréguliers, 3 réguliers disons. Et comme ça, on ne met pas trop de câbles, mais typiquement, quand au hasard, vous faites des graphes de plus en plus grands, 3 réguliers, ça va être de moins en moins bien connecté si on ne fait pas attention comment on met des arêtes. Ok, donc, avoir un graphe creux, on a déjà mis une définition très, très précise, donc on va prendre des graphes où chaque sommet a des voisins.
Mais maintenant, il faut mesurer le degré de connectivité. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça. Le degré de connectivité d'un graphe, il va falloir mesurer ça avec un nombre. Donc je vais vous définir un nombre qui exprime si un graphe est bien connecté ou pas, pour pouvoir comparer les graphes mieux connectés et les graphes moins bien connectés. Ok, donc c'est quoi ce nombre qui mesure le degré de connectivité d'un graphe? Pour ça, il me faut une matrice. C'est ce qu'on appelle la matrice d'adjacence d'un graphe. Donc, c'est typiquement une matrice très grande parce qu'il y a autant de lignes et de colonnes qu'il y a de sommets dans les graphes. Et ensuite, je dois remplir cette matrice. Donc, j'ai autant de lignes et de colonnes que j'ai de sommets dans les graphes. Et à la position IJ de la matrice, donc I et J sont des sommets du graphe, à la position IJ de la matrice, je mets 1 si ces deux sommets sont connectés par une arête, et sinon je mets 0. Donc c'est une matrice qui est remplie uniquement de 0 et de 1. C'est ça la matrice d'adjacence du graphe. Donc avec celui-là, il y a un peu trop de sommets pour l'écrire explicitement. Donc prenons ce graphe très très simple, donnons des labels au sommet, de 1 à 5, et voici la matrice d'adjacence. Donc je vais juste montrer un exemple. Pourquoi la première ligne est comme ça? Parce que le premier sommet, il est connecté au troisième et au quatrième sommet, mais pas aux autres. Donc il y a 0 et 0 parce que ce n'est pas connecté au premier et au deuxième sommet. Et ensuite il y a 1 et 1 parce que le premier sommet est connecté au troisième et au quatrième sommet, et ainsi de suite. Ok. Donc c'est ça la matrice d'adjacence. Ensuite il y a la notion de valeur propre que vous connaissez. La valeur propre d'une matrice, c'est quoi une valeur propre d'une matrice? Un petit rappel. On dit qu'un nombre lambda est valeur propre d'une matrice de taille n fois n. Si on peut prendre un vecteur colonne de taille n aussi, qui, multiplié par la matrice, donne le multiple lambda fois le vecteur. Donc, en particulier, pour ce graphe-là, on avait cette matrice d'adjacence. On voit tout de suite que 2 est une valeur propre. Pourquoi 2 est une valeur propre? Si je multiplie cette matrice avec le vecteur qui ne consiste que de 1 partout, ben c'est très clair que si je mets des 1 partout, je fais la somme des lignes, et la somme de chaque ligne est 2. Et pourquoi la somme de chaque ligne est 2? Parce que chaque sommet avait 2 voisins. Il faut 2 fois un 1. Et les autres valeurs propres, on peut les calculer, sont comme ça. Donc, on a une matrice d'adjacence, et on constate déjà qu'avec nos graphes d'irréguliers, une des valeurs propres va être le degré D, parce qu'il y a toujours cette colonne-là, ce vecteur-là, qui va être un vecteur propre avec valeur propre, le nombre, le degré du graphe. Hein? Nouveau. Donc pour un graphe D régulier, le nombre D c'est toujours une valeur propre, donc ça ne dit rien de nouveau. Mais l'information que je cherche, c'est la deuxième valeur propre de cette matrice. Donc la deuxième valeur propre, dans le sens de la deuxième plus grande valeur propre, on note lambda du graphe G, c'est ça, et c'est pas clair ici, hein, mais c'est ça, une façon de mesurer le degré de la connectivité du graphe. C'est-à-dire que quand cette deuxième valeur propre devient plus petite, alors ça veut dire que le graphe est mieux connecté. C'est un nombre qui l'exprime. Donc, pour ceux qui ont entendu le mot, donc D, le degré du graphe est toujours par valeur propre, c'est pas intéressant. Et ensuite, le plus bas qu'on descend pour la deuxième valeur propre, le plus connecté le graphe est. Et le trou entre les deux, c'est ce que, en théorie des graphes, on appelle le trou spectral du graphe. Parce qu'il y a ce trou-là, et le plus grand le trou est, le plus connecté le graphe est. Ok. C'est peut-être pas très intuitif pourquoi ceci est une mesure. L'avantage de cette définition, c'est parce que c'est une définition très simple, mais elle n'explique pas pourquoi c'est un degré de connectivité. Donc j'ai quand même encore une page qui est un peu plus technique, qui fait le lien entre ce nombre
et un nombre qui est un peu plus difficile à introduire, mais qui est intuitivement une très bonne mesure du degré de connectivité. Et c'est ce qu'on appelle le taux d'expansion d'un graphe. Mais la formule est un peu plus compliquée. Donc on a un graphe G. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans ce graphe G, je vais regarder tous les sous-ensembles possibles, X, de sommet. Et c'est quoi un graphe qui est bien connecté? Un graphe est bien connecté si j'ai la propriété suivante. Si j'ai un ensemble de sommets, X, alors beaucoup de ces sommets sont connectés avec un sommet en dehors de X. C'est ça, on a une bonne connectivité si on n'a par exemple pas juste deux parties qui ne sont pas connectées du tout, par exemple. C'est ça l'opposé. Mais si une bonne partie des sommets de X sont connectés à un sommet qui n'est pas dans X, alors le graphe est bien connecté. Évidemment, pour ça, il faut faire la convention qu'on ne va que regarder des ensembles qui ne remplissent moins de la moitié du graphe. Si je prends tous les sommets, évidemment, aucun sommet est connecté à quelque chose en dehors, parce qu'il n'y a rien en dehors. Okay. Donc maintenant, j'ai déjà, sans dire le mot, j'ai parlé du bord de X, parce que c'est quoi le bord de X? Ce sont les sommets de X qui sont connectés à un sommet en dehors de X. Donc, quand j'ai un ensemble de sommets, son bord, c'est les sommets connectés à un sommet en dehors de X. Et le rapport entre les sommets au bord et tous les sommets de X, je vais regarder ce rapport et je prends le minimum sur tous les ensembles possibles. Donc c'est un peu plus délicat. Donc en mots, on peut dire que ce minimum est plus grand que H si on a la propriété suivante, si pour tout ensemble de sommets, au moins une fraction H de ces sommets est connectée en dehors avec un sommet en dehors de X. Donc si ce rapport est grand, si H est grand, si c'est par exemple 50%, alors ça veut dire que n'importe quel ensemble de sommets que je prends, 50% sont connectés en dehors de X. C'est très connecté. Typiquement, c'est beaucoup plus bas que 50%. Or, il y a un lien avec le trou spectral et avec cette seconde valeur propre. Il n'y a pas une formule exacte entre les deux, mais il y a deux inégalités. Et ce que vous constatez, c'est que si cette deuxième valeur propre est loin de D, donc si le trou est grand, alors ça devient grand et ça aussi, et on voit que le taux d'expansion aussi est grand. Et inversement, si le taux d'expansion est grand, ça force le trou spectral à être grand, donc la deuxième valeur propre à être petite. Donc juste pour faire un lien avec ce concept un peu plus intuitif d'expansion ou de connectivité d'un graphe. Donc quel est maintenant le problème que je veux regarder? On est toujours en train de faire un bon réseau informatique. Donc pour notre bon réseau informatique, il faut un graphe dérégulier, donc on garde, ils ont 3 réguliers, 4 réguliers. Dans des exemples, ça va être 4 réguliers. Quand on regarde des graphes 4 réguliers, chaque sommet a 4 voisins, je les veux de plus en plus grands, jusqu'à l'infini, aussi grands que je veux, donc des graphes de plus en plus grands, tous 4 réguliers, mais la connectivité reste la même. Donc je veux que la deuxième valeur propre reste en dessous d'une valeur fixe. Ce qui en termes du taux d'expansion, ça veut dire que je peux faire les graphes aussi grands que je veux, mais toujours j'aurai la propriété que 10% de sommets dans X sont connectés en dehors de X. Et ça ne diminue pas ce 10% quand je prends les graphes de plus en plus grands. C'est ça qui est important. Donc ça reste en dessous d'une valeur fixe lambda. Des graphes de plus en plus grands comme ça, c'est ce qu'on appelle des graphes expanseurs. Donc c'est clair que dans ce problème de faire de bons réseaux, avoir des graphes très concrets, expanseurs comme ça, c'est important. Évidemment, maintenant, il faut les construire. Et ça, c'est pas évident du tout. Et je vais vous montrer une construction, sans preuve, bien sûr, mais au moins, je vais montrer de la construction.
Et ça va être avec le même groupe F2, et même avec un peu la même idée que la preuve de Banach-Guettarski. C'est vraiment les mêmes phénomènes qui sont derrière. Et donc, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler plus d'informatique ou voire de code correcteur, mais il y a plein d'applications de ces graphes expanseurs dans ces domaines-là. Mais nous, on va juste les construire. Donc, on va construire des graphes. Mais avant de faire ça, essayons de faire encore mieux. Et je vais dire deux mots, parce que je vais parler de la figure de Ramanujan. Donc, je vais parler en deux mots des graphes de Ramanujan. Et voici un film, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce film. Donc, qui était Ramanujan? Ramanujan, c'était un mathématicien indien, à l'époque où l'Inde était gérée par la Grande-Bretagne. Mais ce n'était pas un mathématicien dans le sens propre du mot, parce qu'il était autodidacte, il n'avait pas eu d'éducation formelle. Mais donc c'était un génie un peu électron libre, qui a trouvé beaucoup de formules complètement incroyables en théorie des nombres. Des gens l'ont incité à envoyer certains de ses manuscrits en Angleterre. Les manuscrits ont été reçus par Hardy, le mathématicien à Trinity College, Cambridge. Et lui, il a invité Ramanujan à Cambridge. Et c'est comme ça qu'il est devenu mathématicien plus fameux. Et donc, voilà, le film, c'est Jeremy Irons qui joue le rôle de Hardy qui est là. Et devant, il y a la figure de Ramanujan dans le film. Et moi, j'aime beaucoup le titre, parce que Ramanujan avait cette idée, cette intuition incroyable pour trouver des choses que peut-être jamais quelqu'un d'autre a eu. Donc le titre, L'homme qui connaissait l'infinité, je ne sais pas si on l'a traduit comme ça en français, The Man Who Knew Infinity. Bon, j'ai pas vu le film, donc, parce qu'en même temps, je veux dire que c'est le genre de film, j'aime beaucoup la popularisation des maths, mais il y a beaucoup de dangers aussi dans ce genre de film. Parce qu'évidemment, de nouveau, un peu pareil avec le film de Alan Turing, on présente un type qui est quand même un peu spécial, comme le mathématicien, et c'est un peu l'image que la société en général a, le grand public a des mathématiciens. Donc peut-être qu'un tel film, c'est pas si bon que ça, hein, mais bon. Nous, on peut l'aimer, mais on devrait en fait l'interdire au grand public. Bon, c'est quoi les graphes de Ramanujan? Donc, en fait, il y a des graphes qui sont optimalement connectés. Optimalement connectés dans quel sens? Ben, un graphe dérégulier, il y a une limite, si on ne garde que des voisins pour chaque sommet, il y a une limite optimale au degré de connectivité, parce que la deuxième valeur propre, j'ai dit, la plus petite que cette valeur est, le plus connecté les graphes est, mais en fait, il y a une borne inférieure. On ne peut jamais aller en dessous de cette valeur-là, sauf que pour chaque D, il y a un nombre fini d'exceptions, mais ne parlons pas de ça. Parce qu'on parle des graphes de plus en plus grands de toute façon. Donc, au bout d'un certain nombre de sommets, c'est vraiment la borne inférieure. Et donc, un graphe de Ramanujan, c'est un graphe où l'optimum est réalisé. Donc, ce sont les graphes qui sont le mieux connectés parmi tous les graphes possibles. Or, un théorème très récent, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, c'est montré par Markus Spielmann et Srivastava qu'effectivement, ça existe en taille arbitraire. Donc pour chaque D, pour chaque degré du graphe D, on peut trouver, avec un nombre arbitraire de sommets, des graphes avec ce degré de connectivité optimale, ce genre de graphe de Ramanujan. Alors j'ai dit explicitement existe, pour quand même toucher aussi à un problème ouvert assez passionnant aujourd'hui en maths, on n'a pas de construction explicite. Sauf pour quelques valeurs spécifiques de D et de taille. Donc il y a des constructions en théorie des nombres qui sont très spécifiques pour certaines valeurs, mais pas du tout en général. Ok, ne faisons pas ça et revenons juste aux graphes expanseurs où on ne veut pas atteindre l'optimum, mais on veut juste rester en dessous de D. Et vraiment continuellement en dessous de D. Donc voici un exemple. Donc ça c'est un graphe, je vais vous
montrer tout de suite. C'est pas par hasard que j'ai pris, ça dit rien comme ça. Hein. Il y a 17 sommets, un nombre premier, ça c'est pas un hasard. Il y a 17 sommets, chaque sommet a 4 voisins, sauf que vous allez dire que j'ai triché parce que il y a comme ça des... Comme ça c'est facile d'avoir 4 voisins pour chaque sommet, mais bon, je vais revenir sur ça. Et donc évidemment, ça c'est juste un graphe, 4 réguliers, mais il y a une méthode derrière que je vais expliquer pour faire ce graphe de plus en plus grand, avec de plus en plus de sommets, et pour en faire comme ça, avec la connectivité qui reste aussi bonne que possible. Ok. Il y a de nouveau, comme j'ai dit, un lien avec notre groupe F2, et il faut des matrices. Parce que, rappelons, j'ai commencé par le paradoxe de Banach-Tarski, et le paradoxe de Banach-Tarski était, disons, la cause du paradoxe, c'était le fait que 2 rotations peuvent être libres. Il y a 2 rotations en générique, complètement génériques, et quand on fait un certain nombre l'un et l'autre, et les inverses, etc., on ne tombe jamais sur la rotation identité, et c'était ça qui a causé ce paradoxe. Alors, ce graphe que j'ai montré, et que je vais expliquer un peu mieux, le graphe est construit à l'aide de 2 matrices libres. C'est quoi 2 matrices libres? Ils vont être très concrets. C'est ces 2 matrices-là, la matrice A et la matrice B. Et comme avec les rotations, on peut faire des compositions de matrices, on peut les multiplier. Et on peut prendre leurs inverses, au moins des matrices inversibles comme cela. Et c'est quoi la liberté? Aucune expression qu'on écrit comme ça va être la matrice d'identité. C'est pas facile à montrer, mais c'est un fait. Donc c'est un fait que n'importe quel produit qu'on fait avec cette matrice-là et cette matrice-là, et les inverses, aucun de ces produits est la matrice d'identité. Et l'explication de Banach-Tarski était le fait que non seulement on avait le groupe F2, mais le groupe F2 opérait par rotation sur la boule. Et ce que je vais faire moi, c'est faire le graphe expanseur à l'aide de ce groupe de matrices qui vont opérer sur un ensemble avec P point, ou ça doit être P-1 par contre, avec P premier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer comment construire un graphe à l'aide de ces 2 matrices et un nombre premier. Mais pour ça, je dois introduire un dernier concept. On va faire un peu d'arithmétique modulaire. Je crois que la plupart d'entre vous l'ont vu. Hein. Donc on peut compter sur une horloge à 12 heures. Hein. Donc si je rajoute 9 et 4, c'est pas 13, parce que sur une horloge à 2 heures, c'est 1 heure. C'est-à-dire on prend toujours le reste après division par 12. On peut multiplier. 2 fois 9, c'est 18 heures, sauf que 18 heures, c'est 6 heures sur l'horloge. Donc en général, on peut faire ça non seulement modulo 12 comme l'horloge, mais modulo un entier P. Et en plus, si P est premier, on peut aussi faire la division, si P n'est pas 0. On peut faire la division modulo P. Voici un exemple. 1 demi modulo 17, c'est 9. Pourquoi? Parce que 2 fois 9, c'est 18. Mais 18 modulo 17, c'est 1. Et chaque nombre différent de 0 modulo 17 a comme ça un inverse pour la multiplication. Donc on peut faire comme ça, faire un calcul en arithmétique modulaire, modulo, disons, le nombre premier. Et je vais utiliser ça. Et ça, c'est une construction, c'est pas moi qui ai inventé, c'est 2 grands mathématiciens, Margulis et Alex Lubotsky. Alex Lubotsky, qui est d'ailleurs une figure très intéressante parce qu'il est mathématicien d'un niveau absolument plus haut niveau possible, israélien, mais il a aussi été ministre de l'Éducation nationale en Israël. Ce qui est assez exceptionnel d'avoir ces 2, peut-être qu'en France un jour, où là je vais faire un peu de publicité parce que Cédric Villani, ça va être annoncé bientôt, va recevoir dans mon université un doctorat honoris causa en octobre. Et évidemment, il y aura aussi un exposé ouvert à tout le monde, donc Villani va venir à Louvain. Évidemment, tout le monde est le bienvenu. Il y aura des annonces partout. C'est en octobre.
Ok, revenons au nombre premier, aux graphes expanseurs. Donc je prends un nombre premier, P, et voici un ensemble à P plus 1 point, c'est-à-dire, je vais prendre 0 jusqu'à P moins 1, et ensuite le symbole infini. Et je dis que les matrices opèrent sur cet ensemble, dans le même sens que les rotations opèrent sur la boule. Chaque rotation peut faire bouger la boule. Moi, je dis que chacune de ces matrices peut faire bouger les points de cet ensemble. D'abord, A va opérer par addition de 2, et il y a quelques conventions. Si je rajoute 2 à infini, ça reste infini. Si je rajoute 2 à P moins 1, ça va être P plus 1, mais modulo P, en fait, c'est 1. D'accord? Donc on fait l'arithmétique modulaire. Pareil, pour l'action de P, il faut une division. Et là, j'ai dit, on peut faire la division, sauf la division par 0. Mais là, il y a la convention qu'on va dire que c'est infini. D'accord? Et si on fait la division par infini, on va dire par convention que c'est 0. Il faut juste faire attention qu'on ne fait pas 0 divisé par 0, mais ça n'apparaît pas. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois les x et le 1 plus 2x qui sont à la fois 0 ou à la fois infini. Ça n'arrive pas. Ok. Et donc maintenant, je vais construire les graphes, 4 réguliers. Chaque sommet, donc ça c'est le sommet, il y a P plus un sommet, et chaque sommet a 4 voisins, c'est-à-dire j'opère avec A, avec son inverse, avec B, et avec son inverse. Donc chaque sommet X a 4 voisins, et voici le dessin. Avec P égale 17, maintenant le dessin devient plus concret. Donc j'avais 0 jusqu'à 10, 16, et le symbole infini, et j'avais chaque sommet X qui est connecté à 4 voisins, sauf que parfois le résultat tombe, par exemple, si X est infini, infini moins 2, bah c'est de nouveau infini, quoi. Et infini plus 2, c'est infini. Donc c'est comme ça qu'il faut calculer. Or, ceci est générique. J'avais le nombre premier 17, mais je peux prendre n'importe quel nombre premier. Et j'ai chaque fois un graphe 4 régulier, grâce au fait que ces deux matrices A et B étaient libres. C'est ce même phénomène de liberté qui fait que si le P devient de plus en plus grand, alors le graphe est un graphe expanseur, le taux de connectivité, le degré de connectivité reste le même au-dessous d'une certaine valeur. Donc c'est comme ça qu'on construit des graphes expanseurs. Et bon, peut-être que vous n'aimez pas, il y a des boucles, il y a aussi des arêtes multiples. Voilà, il y a une arête double là. Évidemment, il y a des variantes de cette construction qui évitent tout ça, mais qui ne font pas exactement le lien avec F2 comme je l'ai fait, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu comme ça. Ok. Quand même, revenons un tout petit peu sur le paradoxe et parlons de choses un peu plus philosophiques. Parce que votre première réaction était que le paradoxe de Banach-Tarski était faux parce qu'il faut comparer les poids. Maintenant, je vous ai montré que le paradoxe est vrai. Donc ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas peser. Mais on pèse quand même dans la vie quotidienne des choses. Donc, quelle est alors la notion exacte, mathématiquement exacte, de poids et de volume? Et c'est ça, c'était un problème un peu avant Banach et Tarski, que les mathématiciens se posaient la question de définir exactement c'est quoi le volume d'un ensemble. Or, c'est clair qu'il va falloir des subtilités, parce que, voilà, on peut avoir des contradictions. Et je vais vous parler brièvement de définition rigoureuse de volume, qui va être telle que le volume est bien défini pour chaque ensemble que vous allez rencontrer dans la vie quotidienne, mais pas pour les ensembles purement existence du paradoxe. D'accord? Et ce qui est derrière, c'est deux principes très simples. Évidemment, on veut que le volume d'un cube, c'est ce qu'il est. Et on veut aussi que si je mets ensemble des morceaux,
pour avoir le volume, il faut juste faire l'addition des volumes. Ça, deux principes très simples. Mais après, je veux calculer le volume d'une boule de rayon R. Donc avec les deux principes, j'y arrive pas. Parce que si je veux calculer le volume de cette boule, il va falloir additionner un nombre infini de cubes. De plus en plus petit vers le bord, de plus en plus petit, mais on peut faire le calcul et on va obtenir, si on calcule très bien, avec ces deux principes, mais une infinité de petits cubes, on va arriver à la formule qu'il faut. Donc on va se permettre une infinité, de rajouter une infinité de cubes. Mais ça c'est délicat, parce que finalement, tout est la réunion d'une infinité de points. Donc ça ne marche pas. On va même dire qu'un point c'est volume 0. Et si je mets ensemble une infinité de points, j'ai toute la boule, c'est à 0. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en même temps, on veut rajouter une infinité de cubes, mais quand même, on ne veut pas cette absurdité. Alors ça, c'était résolu bien avant Banach-Guittarski. Et ça, c'était l'autre grande invention dans cette direction, c'est Cantor, qui à la fin du XIXe siècle, a découvert qu'il y a plusieurs degrés d'infinité. Et c'est ça qui est l'essentiel pour mettre les points sur les i. Donc on sait tous qu'il y a un nombre infini d'entiers positifs, et on va dire que les entiers sont dénombrables. C'est-à-dire qu'il y en a une infinité, certes, mais on peut les énumérer, comme je l'ai fait là. En même temps, je vous dis, Cantor qui l'a démontré, qu'il y a un nombre infini de nombres réels, certes, mais que c'est une infinité non dénombrable. On ne peut jamais faire une liste, une énumération exhaustive de tous les nombres réels, et quand même faisons la petite preuve de Cantor, par contradiction, parce que supposons qu'on a énuméré, l'un après l'autre, tous les nombres réels entre 0 et 1. Supposons qu'on a fait ça. Alors, on va les écrire comme ça en expansion décimale. Donc, supposons qu'on a fait ça. Moi, je vais vous construire un nombre qui n'est pas dans cette liste. Et vous l'avez sans doute vu cette preuve. Comment faire? Ben, voici le nouveau nombre. Je vais construire un nouveau nombre. À la première place décimale, je mets un 2. Pourquoi? Parce que c'est 1 plus 1. Je rajoute 1 au premier décimal de x1. Ensuite, je rajoute 1 au deuxième décimal de x2. Et j'ajoute 1 au troisième décimal de x3, ça me fait 4. Et je rajoute 1 au quatrième décimal de x4, le 9 devient du coup 0. Convention. Alors j'ai un nouveau nombre qui évidemment n'est nulle part dans ma liste. Pourquoi le nombre est nulle part dans la liste? Parce que à chaque position, avec chaque nombre, ça diffère à au moins une position. Donc ça ne peut pas être dans la liste. Donc les nombres réels sont non dénombrables. Et c'est ça qui rend possible une définition exacte du volume, parce que la définition, le principe plus exact va être que le volume d'un cube reste ce qu'il est, mais on ne va que permettre de mettre ensemble un nombre dénombrable de petits cubes. Donc quand on met ensemble un nombre dénombrable de petits cubes, on fait juste l'addition des volumes en calculant une série, et avec ça, on définit bien le volume des boules, le volume de chaque ensemble qu'on peut définir de façon plus ou moins concrète, mais on ne pourra pas définir le volume des ensembles bizarres qui apparaissent dans ce paradoxe de Banach-Guittarski. Donc on a sauvé, dans un sens, les fondements de cette partie de l'analyse. Parce que c'était quand même un peu ça, la crise dans laquelle se trouvait toujours un peu à cette période, 1924, les mathématiques. On discutait des fondements des mathématiques. Il y avait des gens qui s'opposaient assez violemment à la preuve de Banach-Guittarski en disant que c'était tellement absurde que ça devait être faux, que ça ne pouvait pas être un vrai théorème. Or, je vous ai dit que Banach-Guittarski ont aussi démontré qu'il n'y a pas de paradoxe en dimension 2. Il y a un paradoxe en dimension 3. Les deux preuves ont été faites par Banach-Guittarski, et en fait, les deux preuves utilisent beaucoup d'outils de théorie des ensembles.
beaucoup de choses très abstraites. Et c'est quoi qui est finalement derrière? Ce qui est finalement derrière, c'était dans ma preuve, ce choix de l'ensemble X. À un moment donné, j'avais des points connectés, j'ai dit on va choisir un ensemble de points connectés à tel que chaque point est connecté exactement à un point de X. C'est un choix, mais je ne le fais pas concrètement. Donc dans les fondements des mathématiques, on a la théorie des ensembles, et on s'est décidé qu'il y a un axiome qu'on appelle l'axiome du choix, qui dit que ceci est possible. On croit l'axiome ou on ne le croit pas. Mais, ce qui est un très beau commentaire dans l'article original de Banach-Guettarski, c'est le commentaire suivant. Donc il discute de l'usage de cet axiome du choix, qui était donc ce système des axiomes, c'est Zermelo et Frenkel qui l'ont fait. Et ce qu'ils disent, donc quand ils parlent de polyèdres, pensons aux boules, hein, donc c'était des boules qui étaient, donc eux ils parlent de polyèdres équivalents, ça veut dire que je peux couper l'un en morceaux, je bouge les morceaux et j'ai l'autre, d'accord? Comme une boule et deux boules sont équivalents en dimension 3. Donc, ils ont démontré que, justement, en dimension 2, il n'y a pas de paradoxe, c'est l'expression en vert, des polygones, là, c'est pas possible. Tandis qu'en dimension 3, non seulement ils ont démontré qu'une boule peut être coupée en morceaux pour faire deux boules, non, ils ont montré que chaque polyèdre peut être coupé en morceaux, bouger, et faire l'autre polyèdre. D'accord? Et après, j'aime beaucoup leurs commentaires parce que pour démontrer chacun de ces théorèmes, il faut cet axiome du choix de Zermelo et Frenkel. Et pire, en fait, démontrer le paradoxe demande beaucoup moins de subtilité de théorie des ensembles que la preuve que c'est impossible en dimension 2. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué la preuve, pourquoi il n'y a pas de paradoxe en dimension 2. Pour ça, il y a, dans un sens, c'est ça la fin de mon exposé, il y a besoin de plus de croyance que c'est impossible en dimension 2 que pour le fait que c'est possible en dimension 3. Merci beaucoup. Oui, donc il nous reste certainement quelques minutes pour des questions de l'Assemblée. Il y a quelque chose tout à fait à la fin que je n'ai pas compris. Quand tu mettais, voilà, deux polyèdres arbitraires sont équivalents par décomposition finie. Oui. Mais alors il y a le problème le problème de Hilbert qui a été résolu par Max Dehn. C'est là où que ce ne serait pas le cas avec un cube et une pyramide. Ou alors j'ai mal interprété ceci. Non, mais tout dépend de ce qu'on se permet comme décomposition. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment décomposition, vraiment en sous-ensemble arbitraire. Hein, donc, c'est pas joli du tout. C'est vraiment comme l'orange. D'écrire explicitement, non. Et là, c'était en d'autres polyèdres. Oui. Alors, j'ai compris. Oui. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? Marco là au bout. Il y a une trentaine d'années, j'avais pensé à une contre-argument à la démonstration de Cantor de l'indénombrabilité des nombres réels. Je peux vous en dire un mot maintenant? Un contre-exemple. Ou un contre-exemple, si vous le voulez bien, venir à la diapositive qui montre la numérotation. Oui, voilà. Donc, quand vous construisez le nouveau nombre 0, 2, 6, 4, 0, etc., quand vous écrivez donc x1, x2, x3, x4, et ainsi de suite, vous supposez évidemment que vous avez numéroté tous les nombres réels. On va prendre le segment 0, 1, si vous voulez. Oui. Donc, si vous avez réussi à numéroter tous les points, disons, de cet ensemble, c'est que forcément, il y en a toujours un qui commencera par 0,1, un autre par 0,2, un autre par 0,3, jusqu'à 0,9.
Donc le nouveau nombre que vous prétendez avoir construit, 0,2, se trouve repris dans un de ces ensembles-là. Vous recommencez comme ça avec les centièmes, les millièmes, les dix millièmes et ainsi de suite, et toujours le nombre que vous avez construit se trouve déjà dans un des nombres de Cantor, enfin dans un des nombres qui numérotent les points de l'ensemble. Oui, mais pas jusqu'à l'infini. Donc, c'est là que en nombre dénombrable, on peut faire ce qu'on appelle un ensemble dense. Donc, effectivement, on peut faire une énumération dénombrable de nombres entre 0 et 1, tel que, pour chaque réel, et pour autant de places décimales que vous voulez, il y a dans la liste un nombre qui coïncide jusqu'à cette place décimale, mais peut-être pas après. Pourquoi pas jusqu'à l'infini? Oui, c'est parce que c'est pas la même chose que la phrase qui dit que pour chaque nombre de places décimales, il existe un nombre qui coïncide jusque-là. C'est pas la même chose que dire qu'il existe un point qui coïncide avec toutes les places décimales. Parce que quand j'augmente le nombre de places décimales, le point qui coïncide va changer. Est-ce que ça ne semble pas résulter d'une espèce d'axiome de choix aussi? Non, 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 ça c'est... C'est plutôt les quantificateurs. Oui, oui. Ça. D'autres questions ou commentaires? Bien, s'il n'y en a pas d'autres, nous allons remercier de nouveau Stéphane pour ce merveilleux exposé qui ouvrait plein de perspectives pour qu'on soit mathématicien confirmé ou débutant.